So first of all, I would like to announce that it is a great honor for me to be invited to this event. As you might know, it's one of the events that are planned to introduce the demo cases at a national, regional, local level, where they just take place. But not jumping too quick into it, I just give you a short overview about projects. So the Bio for EEB is an acronym that nobody understands. But in fact, it's about bio-based building materials that should be applied to really give a sort of an extraordinary impact. Sort of products that we are developing in the project is Posidonia panels and fibers. We're talking about complex polyelectrolytes, PLA and biopolyurethane, bio-based windows, and prefabricated facade elements out of the materials and components that I mentioned already. Why are we doing this? Because we are expecting an extraordinary impact. Always a promise for sure that has to be more or less validated through the project. We are just in year number 1 of it, which is quite early for a 4-year project. But we promise that we have a reduction of 30% of CO2 embodied energy at component level. We've reduced total costs compared to existing solutions up to 15%, which is really an interesting fact, because regularly there is a prejudice that bio-based materials or alternative materials are much more expensive. 20% improvement of insulation properties should be realized, and we want to reduce the energy for the demo cases, we have to prove it on that side, up to 5%. How can we do a project like this? It has a total budget of 8.8 million euro, 10 partners out of Europe and 1 out of Latin America. Sorry, not 10 partners out of Europe, from 10 different countries in Europe for sure. The consortium has a total number of 15. And yeah, the European Union is donating us 70 to 100%. It's a way of talking about being an institutional or university or an SME like us. So for a regular company, you have to invest 30% of your own capital in such a project, which says, yes, we believe in something. We believe in the project, in the product that are developed, and for sure in the partners. I'm an architect, and for sure, I'm really interested to apply and to really come up with some new knowledge out of this project that helps me to develop new markets. And I think this is the best introduction to really jump into the project now. I don't want to steal more time, but I have a wish. It's not too far away from Christmas. Visit our website continuously. It will be updated, and follow us on social media. And don't forget, because this is something that we have to say, that we get funding from the European Union. Now enjoy your time with the demonstrator in France, and I wish you all the best for the coming up discussions and presentations. Thank you very much. Thank you very much, Klaus. Really, thank you for being present this morning and for your introduction. Now I will continue in French. If you want to practice, this is great time. You know the subject, so you will understand, I'm sure. Ah, bon. Donc, je récupère la présentation. Alors, Klaus a finalement dit pas mal de choses ça va être un peu redondant, mais cette fois en français, sur les informations clés de présentation du projet Bio4EB. Donc, en effet, Bio4EB, c'est un acronyme. Vous avez pu constater mon accent en anglais, donc je vais éviter de vous le relire en anglais. Mais donc, l'objectif, le titre, grosso modo, signifie bien d'améliorer la performance énergétique des bâtiments via des matériaux isolants biosourcés. Il est porté par un consortium multidisciplinaire qui réunit 16 partenaires, donc Klaus l'a précisé, issus de 10 pays européens que vous voyez sur la carte, mais aussi un pays d'Amérique latine, la Colombie. C'est une spécificité du projet dont je vais reparler un tout petit peu après.
Du coup, ces partenaires représentent des organismes de recherche, des universités, des petites, moyennes et grandes entreprises, et sur des secteurs allant des sciences sociales à la chimie des matériaux, en passant par l'informatique, l'architecture, l'économie, l'ingénierie du bâtiment. C'est vraiment multidisciplinaire, c'est très enrichissant et intéressant, et ça nous amène vers des sujets que finalement nous, oui, qui représentons vraiment le secteur du bâtiment, parfois on ne connaît moins quand on s'attaque à vraiment la composition des matériaux. Donc c'est un projet qui a été soumis et gagné en 2022, qui a démarré en 2023 et qui est subventionné donc par la Commission européenne pour une durée de 4 ans. Donc il se termine fin 2026. Il a été subventionné pas juste sur un chèque comme ça et on se débrouille. On a tout un dossier qui a été remis, sur laquelle on a eu des subventions et qui précise en détail le travail qui va être fait dans les 4 années concernées et pour obtenir les subventions en face. Donc, en termes les objectifs affichés, donc en effet, c'est accélérer le développement des matériaux d'isolation biosourcés en proposant des solutions d'enveloppes qui sont abordables et centrées sur l'usage, sur l'utilisateur. Donc, en gros, c'est aligné sur les besoins de l'utilisateur, du marché et applicable à différentes typologies de bâtiments pour le rendre donc adaptable. Un autre objectif, c'est de démontrer la circularité des solutions ce de manière reproductible dans différents contextes de nouveau. Un des gros enjeux du projet, c'est de développer un outil d'aide à la décision via une plateforme informatique qui sera développée par un des partenaires du projet. Donc, c'est une plateforme qui se veut conviviale et qui doit aider à sélectionner la meilleure stratégie de rénovation énergétique pour n'importe quel projet de quelqu'un qui a envie de s'en renseigner. C'est vraiment pour favoriser la rénovation énergétique. Et donc, ça se veut comme autant des informations sur cette plateforme que des petits configurateurs pour sélectionner les meilleures solutions. Et enfin, donc j'en reviens à ce partenaire d'Amérique latine. La particularité du projet, c'est qu'il a un objectif de duplication du process en Amérique latine. Alors, c'est bien du process dont il s'agit. On ne va pas dupliquer et importer les matériaux qu'on travaille en Europe, en Amérique latine. Non, c'est bien la méthodologie que notre partenaire, là, qui est une université en Colombie, souhaite importer en facilitant le développement pour accroître l'utilisation de matériaux biosourcés en Amérique latine, donc via l'identification des ressources locales qui sont disponibles et tout un travail de recherche autour de ce sujet. Les impacts, Klaus en a également parlé, à savoir que lorsqu'on remet un dossier européen, donc on explique tout ce qu'on va faire, etc., nos objectifs, mais on s'engage également vers des ambitions, avec des objectifs d'impact chiffrés. Il y a aussi des objectifs qualitatifs, mais pour beaucoup, ceux qui sont présentés ici, sauf la durabilité, c'est des objectifs quantitatifs fixés que Klaus a présenté. Alors, c'est vrai que moi, je n'avais pas mis les gains annoncés dans l'offre parce que je trouve que c'est tout de suite sujet à discussion sur par rapport à quoi, etc. C'est précisé dans l'offre, mais ça me demandait d'aller beaucoup dans le détail, donc ce que je n'ai pas fait là. Mais grosso modo, on a des mesures d'impact sur l'énergie grise, les émissions de CO2 à l'échelle des composants, la consommation énergétique à l'échelle du bâtiment, les propriétés isolantes à l'échelle des matériaux, donc la comparaison par rapport à des matériaux standards, le coût, où on a en effet un gros objectif d'abordabilité financière des solutions, où je peux le dire aussi, on a un retour sur investissement sous les 7 ans
qui est visé, ce qui est vraiment faible. Et enfin, la durabilité. Et donc, je précise sur tous ces objectifs, à chaque fois, on travaille bien dans le cadre de ce projet sur 3 échelles qui est vraiment le produit, le produit, les matériaux composant le produit et le bâtiment qui intègre ces produits. On est vraiment sur ces 3 échelles à chaque fois. Donc, dans le cadre de ce projet, finalement, on vient tester les solutions développées dans différents cas de figure, et c'est à ça que servent les démonstrateurs qui sont définis pour le projet. Donc, il y a 5 démonstrateurs réels dans Bio4EB, donc, dont le démonstrateur français dont on parle ce matin. Il y a un démonstrateur en Espagne, en Allemagne, en République tchèque et en Lituanie. Donc vraiment, l'enjeu l'objectif pour ces démonstrateurs, c'est de tester les différents cas de figure pour vérifier l'adaptabilité des produits, la facilité d'installation dans différents environnements opérationnels réels. Voilà, donc pour garantir leur reproductibilité. En plus de ces démonstrateurs réels, on a 3 démonstrateurs virtuels qui permettent de couvrir plus largement des typologies de bâtiments ou de climat qu'on n'aurait pas réussi à tester dans le cadre des démonstrateurs réels. Donc, c'est l'intérêt des démonstrateurs virtuels qui sont au nombre de 3 et qui vraiment couvrent, pour notre cas, des typologies très standards et très présents de bâtiments. Voilà pour ça. Je vais faire un focus maintenant sur les technologies développées. Klaus les a annoncées assez brièvement. On en a plusieurs. Donc, c'est cette partie qui est très technique et voire même chimique. Donc, j'espère que je vais être claire, mais moi, je suis casquette Bouygues. Donc, en effet, je ne suis pas chimiste et parfois, j'arrive à la limite de mes compétences sur le sujet. Il y a d'autres partenaires qui prennent le relais là-dessus. Donc, la Posidonie, les fibres de Posidonie en vrac ou en panneau. Donc, la Posidonie, à ce jour, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas la Posidonie, c'est une plante aquatique qui est une plante très importante pour réguler l'écosystème marin. C'est vraiment une plante, c'est une espèce protégée dans la Méditerranée. Malheureusement, c'est une plante qui subit de plein fouet le dérèglement, les conséquences du dérèglement climatique, ainsi que les conséquences des pollutions de l'eau. Donc, dans son cycle naturel, la Posidonie, c'est une plante, elle vit, elle meurt, et donc la partie qui meurt avait ses choux sur les plages, et c'est tout à fait normal. Seulement, à cause des conséquences du dérèglement climatique et des pollutions et d'autres raisons également, il y en a une quantité beaucoup plus importante qui meurt et qui s'échoue sur les plages. Du coup, on se retrouve avec des quantités de Posidonie mortes sur les plages qui sont très, très importantes, qui sont très utiles aussi puisqu'elles protègent les côtes de l'érosion et elles apportent un matériau, un nouvel habitat localement. Donc, c'est aussi important de les garder. Mais en fait, les quantités sont telles que il y a beaucoup de communautés qui sont obligées d'en évacuer. Et c'est sur cette partie qu'on va travailler. Donc, c'est vraiment important, on précise, parce que c'est un sujet qui est très sensible. On ne veut pas aller puiser de la Posidonie pour en faire une nouvelle ressource. On veut upcycler finalement de la Posidonie que beaucoup de communes ont essayé de brûler pour s'en débarrasser. Donc, à ce jour, dans les produits qui sont développés dans le cadre de Bio4EB, on a des premiers prototypes avec différentes dimensions et différentes densités pour les panneaux réalisés en Posidonie, avec soit de la biorésine, soit de la résine classique. Donc, tous les tests sont en cours. Ils sont en cours et on étudie notamment les caractéristiques physiques, dont les performances thermiques, de ces différents prototypes. Voilà. Alors, concernant
Je ne savais pas que c'était celui-là qui apparaissait d'abord. Donc, on développe également des mousses de biopolyuréthane. L'objectif ici, c'est d'augmenter la part de composants biosourcés dans les formulations du polyuréthane. Le partenaire qui travaille sur ce sujet aujourd'hui a un objectif de faire un produit, donc des montants des cadres de fenêtres ou de la mousse pour pulvérisation. Donc, il a une formulation et deux types de produits derrière. Et du coup, il a pour objectif d'intégrer dans ce qu'on voit là à l'écran, ce qui est en test, le 20 à 30% de matériaux recyclés et 20 à 30% de biosourcés. Donc, matériaux recyclés, c'est ces mêmes montants qui sont recyclés, qui sont concassés et réintroduits dans le système de fabrication, enfin dans la logistique de fabrication. Donc, en gros, on atteindrait l'objectif optimal, c'est d'avoir 60% de recyclés ou biosourcés dans ces cadres de fenêtres et ce produit à pulvériser. Hop, voilà. Alors, c'est là qu'on va s'amuser avec la chimie. Donc, deux autres partenaires travaillent sur les complexes de polyélectrolytes, qui sont, en gros, c'est des additifs. Ils vont être utilisés comme additifs qui agissent comme retardateurs de flamme. Ils sont incorporés dans les peintures, dans les revêtements pour ajouter donc une protection au feu. Et dans le cadre de projet, ils sont aussi ajoutés comme additifs dans la production de biosourcés sans solvant. Du coup, ce sont des complexes à base d'acide phytique. Je lis mes mots anti-sèche, qui sont donc l'acide phytique, c'est abondant dans les végétaux. Il se forme pendant la maturation des graines et dans les graines dormantes. Et donc de chitosane, qui est la carapace des crustacés ou qu'on trouve aussi dans la paroi des champignons. Voilà. Et enfin, dernier produit développé, c'est la mousse à base d'acide polylactique, mais améliorée, c'est-à-dire c'est pareil, il est travaillé sur les partenaires qui travaillent là-dessus travaillent sur le développement d'un additif qui permettent d'augmenter la part de biosourcés dans les mousses. On se rapproche un peu du biopolyuréthane encore. Je voulais préciser quelque chose. Voilà, l'acide polylactique, c'est obtenu à partir d'aminons de maïs. Voilà. Donc, ça, ce sont les différents produits qui sont en cours de développement. Et en fait, la complémentarité entre tous ces produits a été présentée comme un point fort du projet pour montrer qu'on ne se concentre pas sur une solution, mais sur un large spectre qui permet de définir des packaging, enfin des paquets de rénovation. Quand on souhaite, on n'est pas obligé on va tester, on veut faire un projet, on va utiliser tous ces matériaux. Non, on en choisit un, deux, on forme notre solution en fonction de notre cas particulier. Et le but, c'est de montrer que toutes ces solutions peuvent travailler quand même ensemble et peuvent s'adapter. Donc, elles s'assemblent. En tout cas, c'est la dernière composante qui est travaillée, la dernière composante technique qui est travaillée dans le cadre de Bio4EB, c'est de travailler à un module de façade qui assemble ces matériaux innovants et de veiller à ce que donc, ces matériaux soient capables de fonctionner ensemble dans différentes configurations adaptables. Donc, le module devra être configurable en fonction du package de solutions souhaitées, comme je le disais, solutions souhaitées sur un projet. Ce qu'on voit à l'écran, donc c'est bien que le module qui sera réalisé, qui rassemblera l'ensemble des solutions, a pour but d'être clipsé par un système de plug and play sur un mur, du coup pour accélérer la mise en œuvre, vraiment un des objectifs, c'est vraiment, on va tendre vers on a une volonté en tout cas, et
veut montrer l'intérêt de l'industrialisation comme moyen de massifier la rénovation énergétique pour réduire, pour rendre abordable et accessible au plus grand nombre cette rénovation. Donc, cette façade, elle a cet objectif-là de faciliter et de rendre plus abordable, voilà, d'augmenter la qualité et d'accélérer les travaux. Et un des points aussi que je voulais souligner, c'est que dans l'adaptabilité de ce module aux différentes solutions, le travail qui est effectué, c'est également d'adapter ce module de façade à la finition que l'on souhaite sur les projets visés. C'est-à-dire qu'on veut vraiment personnaliser la finition extérieure pour se fondre dans l'existant quand on est dans le cadre d'une réno. Bon, dans le neuf, c'est plus facile, mais nous, ça va être un des enjeux aussi. C'est un des gros objectifs, c'est vraiment de personnaliser la finition, que la finition extérieure corresponde exactement au projet existant. Un petit point planning pour vous montrer, j'ai presque fini et après je laisse la parole. Donc aujourd'hui, on a démarré en 2023. Jusqu'à mi-2024, grosso modo, on est vraiment dans la phase de développement des produits dans les laboratoires, etc. On vise un prototype de module de façade, parce que ça se fait un peu en parallèle à partir de ce début 2024. Le module de façade sera aussi en développement en fonction des premiers retours d'expérience qui ont été réalisés sur le produit. Donc, on a un prototype mi-2024 sur lequel nous, on va pouvoir demander, on va pouvoir lancer une demande d'ATEX. On a visé 1 an d'échange autour de l'ATEX et on compte du coup mettre en œuvre sur le chantier des Ardoines environ 100 mètres carrés de cette façade Biofore-IBI Préfa à partir de mi-2025. Donc, ce n'est pas tout de suite. On est vraiment sur un temps long. Mais voilà, c'est intéressant d'en parler le plus tôt possible pour repérer, pour sensibiliser et puis avancer sur le projet. On aura un monitoring, bien sûr, parce qu'il faut quand même, une fois qu'on a mis la façade sur le projet, on veut quand même tester les performances. Et du coup, on a tout un monitoring qui sera réalisé pendant au moins 1 an. C'est ce qu'on vise. Et je ne l'ai pas indiqué ici, mais on a aussi un monitoring avant la mise en œuvre de la façade Biofore-IBI pour la comparaison avant-après. Je fais un dernier petit point sur 3 points qui feront l'objet d'une attention particulière tout au long du projet. Donc, la circularité, c'est Bouygues Construction en particulier. On est en charge, on est leader d'une tâche qui s'attache à développer un référentiel d'analyse de la circularité du produit, à l'échelle du produit jusqu'à l'échelle du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que là, on a déjà travaillé avec les fabricants, donc les laboratoires, etc., pour leur indiquer des indicateurs dont il faut vraiment qu'ils intègrent dans leur conception pour éviter que finalement ils nous sortent un produit où ils n'ont pas du tout réfléchi à tous les enjeux de circularité. Donc, on a un gros travail là-dessus. La disponibilité des ressources nécessaires, donc j'en ai parlé un petit peu avec la Posidonie, mais ça, c'est un gros axe pour vraiment éviter les conflits d'usage, éviter que le projet devienne, qu'il y ait une dérive pour extraire des ressources, alors que ce n'est pas l'objectif et c'est tout l'intérêt d'avoir un panel de solutions variées. Et ensuite, l'accessibilité financière des solutions. Voilà, j'espère que j'ai été un peu longue, je pense, mais j'espère que j'ai été assez claire. Je laisse la parole à Linkcity pour maintenant la présentation des Halles des Ardoines sur lesquelles va s'implanter ces 100 mètres carrés de façade. Bonjour à tous, je suis Adrien Russel, je suis directeur de projet urbain à la direction de l'aménagement des projets urbains de Linkcity et je suis accompagné de Christine Grèze. Donc Christine Grèze, moi je suis directrice RSE et innovation de Linkcity. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Linkcity, on est le développeur immobilier intégré à Bouygues Construction.
et on est en charge de bancs de projets urbains ou de projets multiproduits, comme on les appelle. On a été désigné en 2017 sur une grande consultation qui s'appelait Inventons la métropole du Grand Paris. Et on s'est vu attribuer un gros morceau de ZAC à Vitry-sur-Seine. Pour ceux qui ne connaissent pas Vitry-sur-Seine, on est en banlieue sud-est de Paris, dans une ville qui a deux facettes. Une facette ouest, plutôt résidentielle, avec des grands ensembles, des quartiers pavillonnaires et puis la ville historique. Et une face est, de l'autre côté des voies ferrées, qui vont à Austerlitz, qui a été plutôt un secteur industriel qui est en plein renouvellement, où on trouvait une centrale électrique, un technicentre SNCF, de la chimie, de la production. Avec l'arrivée du Grand Paris Express et la ligne 15, il y a une nouvelle gare qui va émerger en plein centre de cette zone, où il y a l'écran, avec le RERC qui est existant, et la ligne 15. Et Link City, en 2017, s'est vu attribuer le développement de 11 lots, avec près de 180 000 m² à construire ou réhabiliter, et qui comprennent majoritairement l'activité économique, un peu de résidences gérées et surtout un gros attracteur métropolitain dans les grandes halles SNCF. L'objectif de cette zone, c'est d'offrir une programmation qui va venir compenser les faiblesses actuelles de cet environnement urbain et apporter des nouveaux emplois et puis aussi de l'attractivité pour qu'il y ait une vie plus intense à Vitry. Ça permettra de faire travailler 3 unités opérationnelles de Bouygues Construction, rénovation privée pour les grandes halles, construction privée pour la partie tertiaire, bureaux, activités, labos, et habitat résidentiel pour la partie logement. C'est un projet au temps long. On a été désigné en 2017 et les premiers terrains seront disponibles qu'en 2025 et les chantiers vont s'étaler jusqu'à 2030, 2032. Et il y a beaucoup de lots qui ne sont pas encore mûrs. Ça permettra d'offrir une grande vision sur ce qu'on sait faire. Et ça va se dérouler sur à la fois le volet qualité des programmes et puis aussi sur l'ambition environnementale. Christine va vous parler. Excusez-nous, on entend des voix. Donc, Bruno, je crois que c'est toi. Donc, on a été particulièrement intéressé à intégrer sur ce projet des Ardoines ce projet de recherche Bio4EB parce qu'il s'inscrit complètement dans notre stratégie climat. Et bien sûr, sur le projet des Ardoines, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on va faire sur le projet des Ardoines, mais il est complètement en phase avec les grandes lignes de la stratégie de décarbonation de Link City. Donc qui vise à réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre sur nos opérations entre 2019 et 2030, avec 3 grandes orientations. La première, c'est de faire de la construction neuve à très faible impact environnemental. Et pour ça, on vise d'anticiper les seuils de la réglementation environnementale 2020, qui nous conduit à réduire le poids carbone de nos opérations progressivement. Et donc, on a décidé chez Link City d'anticiper ces seuils et, par exemple, de déposer dès 2023 des permis de construire qui vont être au seuil 2025. Et donc, en utilisant un panel de solutions bas carbone. Deuxième grande orientation, c'est de travailler sur finalement la ville existante. Donc, c'est le recyclage foncier. Et le projet de Vitry-les-Ardoines en est un très bel exemple, mais aussi la rénovation de bâtiments existants pour au maximum réduire évidemment les consommations énergétiques de ces bâtiments, sortir des énergies fossiles et puis aussi transformer l'usage de ces bâtiments. Et effectivement, sur le projet des Ardoines, on a vraiment un bel exemple avec la halle, notamment où Cinéo s'est installé. Et donc, pour Link City, on vise d'avoir 30% d'opérations en réhabilitation bas carbone en 2030, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt au-dessous de 10%. Enfin, dernier levier, c'est le recours massif à des matériaux à faible impact environnemental. Alors, des matériaux biosourcés, mais aussi des matériaux de réemploi, des matériaux recyclés. Et donc, on a comme objectif d'avoir 50% de nos opérations en construction bois et biosourcées en 2030 et d'avoir 100% de nos opérations qui pratiquent du réemploi de matériaux en 2030. Donc, vous voyez que le procédé, les procédés qui sont dans le cadre du projet Bio4EB rentrent complètement dans
dans cette logique de matériaux à faible impact environnemental, et en particulier les dimensions à la fois de partir de matériaux naturels et s'inscrire dans une logique de circularité. C'est vraiment deux axes forts de notre stratégie carbone. Et on voit bien qu'il faut multiplier les sources de gisements de matériaux à réemployer, à recycler. Et donc, voilà tout l'intérêt de Bio4EB pour nous. Merci Christine. Et donc, dans ce cadre-là, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a au cœur de cette zone projet les grandes halles des Ardoines. Et pour dérouler cette stratégie, c'était vraiment les bâtiments idéaux pour le faire. Donc, vous l'avez compris, c'est un projet au temps long. Donc, ces halles, elles sont encore figées pour 1 à 2 ans en termes de programmation. Et elles seront plutôt sur une partie de chantier entre 2028 et 2030 ou 2032. Et grâce à la SNCF, notre partenaire, SNCF Immobilier, on a été autorisé à avoir un usage transitoire de ces bâtiments sur une durée de 6 ans. Donc, on a profité pour concrétiser la stratégie à la fois de Nexity et de Bouygues Construction en installant Synéo, qui a été inauguré la semaine dernière, donc, qui est vraiment l'entité dédiée par Bouygues aux filières du réemploi. Et on va faire emménager Make Ici au premier trimestre 2024, qui lui est plutôt porté sur l'économie sociale et solidaire, avec une 50aine d'artisans du fer. Ce sera de la menuiserie, du bois, des makers qui seront là pour faire revivre le site et offrir une vitrine. Et on est très content d'inclure également dans cette programmation un volet recherche et développement avec le projet Bio4EB. On a des façades qui n'ont pas été touchées depuis un siècle et qui sont un terrain de jeu idéal pour ce projet. Voilà, donc vous voyez, c'est des grandes halles en béton brutes. Elles seront réhabilitées, mais beaucoup plus tard. Donc on a vraiment le temps d'avoir cette expérimentation in situ et puis de voir si c'est pertinent de déployer cette démarche Bio4EB sur l'ensemble du site, ou si ça aura été juste une expérimentation heureuse qui nous aura tous intéressés. Voilà, je laisse la parole ensuite pour les modélisations. Merci Adrien. Ouais, c'est très bien, merci. Et en effet, donc comme vous l'aurez compris, ce terrain de jeu, même s'il est mis à disposition là dans le cadre de l'urbanisme transitoire là, par Link City et par les partenaires du site. Nous, dans Bio4EB, on ne sera pas prêt tout de suite. Ce n'est pas demain qu'on va venir implanter la façade de Bio4EB. Mais du coup, on voulait faire un petit focus sur ce qu'on met en place. Du coup, on profite de ces terrains de jeu pour finalement tester le petit zoom qu'on a préparé là sur le jumeau numérique que Jérôme Loïc va nous présenter et qui va nous permettre de s'adapter justement au mieux à la personne, au site et dans le style, adapter au mieux la façade, le module de façade préfa au bâtiment. Je laisse la parole donc à Jérôme et j'en profite pour le remercier parce que Jérôme est en congé aujourd'hui et donc il nous fait le plaisir de se connecter quand même pour nous faire cette présentation. Merci encore à toi. Merci Jennifer. Effectivement, je suis Jérôme Loïc, je fais partie de la direction recherche et développement de Bouygues Construction et je suis chef de projet jumeaux numériques. Et pour ce projet Bio4EB, donc on souhaite mettre en place un jumeau numérique pour 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est que ce soit un outil d'aide à la conception. Comme il s'agit d'un démonstrateur, on souhaite faire une conception virtuelle avant de passer au prototype physique. Et le deuxième objectif, c'est d'assurer un suivi des performances. Alors, pour ça, on va mettre en place un jumeau numérique. Donc, qu'est-ce que c'est un jumeau numérique? C'est la représentation virtuelle d'un actif physique ou d'un processus à une représentation virtuelle. Donc ici, dans notre cas du projet Bio4EB, l'actif physique, ça sera une zone du bâtiment, donc plus précisément la portion de façade avec le démonstrateur, le prototype finalement d'isolation et de revêtement de façade. Et sa représentation virtuelle, ça sera son avatar finalement, sa représentation 3D en 3 dimensions. Entre les deux, on aura un flux de données qui sera capté sur l'actif physique et qui sera déversé dans sa représentation virtuelle.
et ça nous permettra de suivre les performances actuelles, rappeler les événements passés et se projeter sur les événements futurs du cycle de vie. Pour mettre en place ce jumeau numérique, il y a 3 grandes étapes. Une première étape qui consiste à l'acquisition, une deuxième étape de modélisation et une troisième étape vraiment de création du jumeau numérique. Et je vais vous les détailler tout de suite. Donc la première étape qui consiste à l'acquisition, on va utiliser ce qu'on appelle un scanner 3D. Donc c'est un appareil, comme on le voit sur l'écran, qui est positionné sur un trépied. Donc on va venir positionner devant la façade. Et cet appareil va faire une rotation sur lui-même à 360 degrés et il va capter des millions de points. Ça nous permet d'avoir des points avec une précision millimétrique. Donc, c'est des points qui sont en couleur et qui sont la restitution virtuelle de la façade. Comme le disait Adrien, c'est une façade qui n'a pas été touchée depuis près de 100 ans et qui comporte des singularités. Donc, c'est important de capter vraiment avec précision cette façade pour pouvoir concevoir au mieux notre prototype. En parallèle de cette acquisition, on va mettre en place des capteurs à l'intérieur du bâtiment qui vont nous permettre de commencer à monitorer les températures, l'hygrométrie de l'état actuel du bâtiment et suivre les performances de l'état actuel. Une fois qu'on aura ce nuage de points, on va passer à la deuxième étape qui est l'étape de modélisation. Donc, le nuage de points, c'est ce que vous voyez sur l'image en bas à gauche. Donc, comme je disais, c'est des millions de points qui ont été captés sur le volume existant et on va retranscrire ça avec des objets 3D. Donc, des objets 3D comme des murs, des poteaux, des dalles qui nous permettront d'avoir une modélisation de l'existant. Et à partir de cette modélisation de l'existant, on va pouvoir venir concevoir notre façade. Et ça permettra donc dans un premier temps d'éviter d'aller prendre des mesures sur place, étant donné qu'on a une précision millimétrique, on va pouvoir prendre toutes les mesures sur l'ordinateur de manière virtuelle et ça va être un véritable outil d'aide à la conception. Donc, on va faire une conception numérique, c'est-à-dire qu'on va concevoir le prototype de façade en tenant compte de toutes ces singularités et de faire les ajustements finalement sur l'ordinateur et de proposer différents scénarios et trouver la meilleure solution virtuellement plutôt qu'avoir à le faire physiquement sur place. Donc, c'est un gain de temps et c'est dans une logique industrielle, c'est un gain également de qualité. L'objectif, c'est d'arriver avec le prototype physique sur place, une fois qu'il sera fabriqué, qui s'intégrera parfaitement à la façade existante. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de se rendre compte des problèmes sur ordinateur plutôt que de se rendre compte sur site. Et également, on va pouvoir extraire des quantités suite à cette modélisation, donc des quantités qui nous serviront à établir les commandes de fourniture et les commandes de matériel. Voilà. Donc ça, c'est les objectifs de cette deuxième étape de modélisation. Et ensuite, une fois qu'on aura finalisé cette étape de modélisation, on va pouvoir créer notre jumeau numérique. Alors, comme je vous le disais, on aura mis des capteurs au préalable à l'intérieur du bâtiment qui nous permettront de monitorer et de suivre les performances actuelles du bâtiment avant de la portion du bâtiment avant la mise en œuvre du prototype de façade. Et on va également mettre des capteurs dans le prototype de façade. Et ça permettra vraiment de faire un comparatif entre l'état initial et l'état projeté après la mise en œuvre du prototype. Pour ce jumeau numérique, donc la modélisation 3D qu'on aura établie au préalable, elle sert de donnée d'entrée. Donc, la modélisation va être intégrée à la plateforme de jumeau numérique. Donc, c'est le visuel que vous voyez sur l'écran. Ça, c'est à quoi pourrait ressembler finalement le jumeau numérique. Donc, on a la représentation 3D. On a également toutes les courbes de valeur avec l'évolution. Donc, on peut remonter dans le temps et voir à une certaine date donnée quelle était la valeur de la température à tel endroit du bâtiment ou telle zone du prototype.
C'est ce qu'on appelle des données contextualisées, hein, parce qu'elles sont, localisées vraiment sur le modèle 3D. Et on peut avoir la tendance également de l'évolution des valeurs et se projeter dans le futur sur la performance des isolants. Donc il y a une remontée, vous l'aurez compris, hein, il y a une remontée des données qui se fait en temps réel dans ce jumeau numérique. Chaque capteur est localisé et in fine, ça nous permettra de comparer les performances thermiques globales avant et après de la mise en œuvre du prototype. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je te redonne la parole, Jennifer, et si vous avez des questions sur le jumeau numérique, n'hésitez pas à les poser par la suite. Super, merci beaucoup, Jérôme. Et puis, merci à tous. On arrive au terme en tout cas, de la présentation qu'on voulait faire. On est bien sûr disponible pour les questions que vous pourriez avoir. Alors, je ne sais pas s'il y a des discussions, s'il y a eu des questions sur le fil de discussion. Merci. Non. Donc, il en faut toujours une première question pour se lancer, hein, ou pas, hein, mais non. Tiens, je vais faire ça. Ça y est, je sens pas de quoi. Jennifer, Non, pas de question. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est Sylvain Chartier d'Élan. J'ai une question. Quand tu parlais au début de critères Bouygues sur la circularité des produits, qu'est-ce que tu entendais sur les critères? Est-ce que tu entends la recyclabilité en fin de vie ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, en fait, on entend, par exemple, dans tous les indicateurs qu'on a fournis aux fabricants, on leur a dit de vraiment tenir compte de quantifier les quantités de matériaux, par typologie, qui sont intégrés dans le process de fabrication. Donc, les matériaux renouvelables, les matériaux biosourcés. On a distingué pas mal de typologies de matériaux en fonction de leur aussi recyclabilité, en effet, etc. On a aussi tous les aspects, en gros, tout ce qui compose les FDES. Ce qui permet, quand on caractérise un produit dans une FDES, on a besoin de plein d'informations. Et toutes ces informations-là, on les a reprises dans ce qu'on a demandé au laboratoire, etc., de nous fournir pour évaluer la circularité des produits. Donc, c'est pas seulement en fin de vie, c'est aussi, de toute façon, de quoi il est composé au démarrage, quoi. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est bon. Je te remercie. En fait, je vois des questions. On a une question de Vincent dans le chat qui nous demande quelles sont les performances thermiques attendues de cette façade. Alors, à l'échelle de la façade, je peux répondre à l'échelle des produits, puisqu'on a pour objectif d'améliorer de 20% les propriétés intrinsèques des matériaux isolants. Donc après, ça joue sur l'épaisseur qu'on va choisir de le mettre en place dans les façades. Donc c'est complexe. Donc à l'échelle des isolants, il y a, par rapport à un isolant standard que je ne sais plus lequel c'est, on a une recherche de 20% de gain en termes de performance d'isolation par rapport à la laine de roche. Voilà, merci Bruno. Et je vois aussi, y a-t-il des fiches produits disponibles sur les technologies développées? Non, parce que vraiment, elles sont en cours de développement aujourd'hui, quoi. C'est comme je l'indiquais tout à l'heure, jusqu'à mi-2024, on est vraiment dans la phase de développement. On aura un prototype. Alors, par contre, on commence à avoir déjà des résultats à différents tests techniques, mais chaque fois c'est de l'itératif, quoi. Ils testent, ils changent un peu leur prototype, etc. Donc pour l'instant, les fiches produits, c'est un peu prématuré.
Y a-t-il encore des opportunités pour faire intégrer des nouveaux matériaux pour le BTP, isolant apparemment et éléments de bardage extérieur? Pour moi, surtout sur les éléments de finition, oui, c'est pas, c'est, en fait, toute la partie assemblage de façade, elle démarre début 2024, la conception de la façade. Et en effet, on va chercher des solutions de toute façon pour coller au mieux à l'existant. Donc, pour cet aspect parement, etc., oui. Après, pour l'aspect isolant, non, parce que là, c'est vraiment le cœur du projet, c'est de développer ça. Enfin, ceci dit, je dis non, mais l'objectif, c'est quand même que cette façade soit adaptable à différents produits. Donc, non, je botte un peu en touche sur cette question parce que c'est possible, mais je ne suis pas sûre. À discuter. Devani qui demande: le jumeau numérique inclura les défauts du bâtiment existant ou non? Par exemple, un plancher qui n'est pas droit sera corrigé dans le jumeau numérique ou on le garde tel quel? Ah, Ouais, alors ça, c'est une question pour moi, je pense. oui. Effectivement, l'idée, c'est à partir du scan 3D, de la modélisation qui fera suite à ce scan 3D, c'est de conserver finalement une fidélité de la façade existante et d'y inclure toutes ces particularités. Alors là, Devani, tu prends l'exemple d'un plancher qui n'est pas droit, mais ça pourrait être également des bords de façade ou alors une façade qui n'est pas totalement droite. Et l'idée vraiment, ouais, c'est de le retranscrire le plus fidèlement possible, parce que comme le disait Jennifer, l'objectif, c'est d'avoir une façade plug and play. Donc, il faut que les équerres soient bien positionnés et soient bien dimensionnés pour pouvoir mettre en œuvre cette façade plug and play. Et donc, du coup, il faut tenir compte des aspérités et des particularités de la façade. Donc, pour répondre à ta question, c'est oui. Voilà. Bon, Bruno a répondu directement à Thierry. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? J'en profite. Pour la Posidonie, est-ce qu'il y a déjà des filières de ramassage qui existent pour alimenter la chaîne industrielle ensuite? Alors, en termes de filière de ramassage, je ne sais pas. Par contre, il y a déjà eu un projet européen sur l'usage de la Posidonie en tant que matériau isolant. Et en fait, mais du coup, je ne saurais pas te dire s'il y a eu si c'est organisé à ce point, je ne sais pas. Mais du coup, pour la petite info pour la Posidonie, donc alors, faut à vérifier quand même, pour ne pas dire trop de bêtises, mais ce que la légende urbaine dit que en fait, une communauté a essayé donc de brûler la Posidonie pour s'en débarrasser et en fait ça brûlait pas et du coup ils se sont dit: «Ah mais c'est peut-être pas mal pour le bâtiment» et en fait c'est en effet des propriétés superbes en termes de résistance au feu et pour continuer là-dessus, en fait, historiquement, la Posidonie était utilisée dans les constructions, dans certaines constructions traditionnelles en toiture, etc. Donc, c'est intéressant de voir. Mais voilà, de là, je ne pense pas que ce soit encore organisé. Je pense que vraiment là, dans les laboratoires, dans les travaux là, qui nous ont présentés la dernière fois, il y a vraiment une des parts qui est de récupérer, enfin une des parts de leurs travaux consiste à récupérer la matière première justement et du coup, ils travaillent à le faire de façon vertueuse, mais je ne pense pas qu'ils soient rattachés à une filière de ramassage, quoi. Il n'y a plus qu'à monter un business. Alors, attends, ne concerne-t-elle qu'une solution du... Bonjour. Voilà, attends. Alors, je vois que Bruno il répond en parallèle, donc c'est très bien. Merci Bruno.
Je pense que tu es encore bloqué à Redon, du coup. Si bonjour, la solution développée ne concerne-t-elle qu'une solution d'isolation par l'extérieur? Si oui, quid des architectures particulières en réhabilitation non isolables par l'extérieur afin d'en conserver leur aspect d'origine? Merci. Alors, c'est vrai que dans les cas, je réfléchis, mais dans les démonstrateurs aujourd'hui, on est soit dans du neuf, soit dans la rénovation avec une ITE, enfin de l'isolation par l'extérieur. Quid du reste, ce ne sera pas forcément une solution du coup Bioforhabi qui sera adaptée à ces cas particuliers-là. On ne peut pas en effet tout traiter. Finalement, c'est adaptable jusqu'à une certaine mesure dans le cadre d'une isolation par extérieur, quoi. Voilà. Bon. Sauf s'il y a une dernière remarque, je pense que je vais pouvoir conclure en vous remerciant tous, participants comme intervenants, de votre disponibilité et du travail effectué. Et puis, du coup, la suite, il y aura une suite, hein, c'est sûr, parce que là, on est vraiment dans le... Ça fait 1 an qu'on est dessus, mais finalement, on est encore dans les prémices. Donc, on aura plus de choses à dire d'ici, je dirais, 2 ans. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jennifer. Bonne journée.